Tu as toujours été si égoïste, Nathalie. Qu'en est-il de la loyauté familiale? Cria mon père à travers la table de fête, son visage se noircissant tandis qu'il serrait son verre de vin si fort que je craignais qu'il ne se casse. Je ne peux pas croire que tu refuses d'aider ta propre sœur, ajouta ma mère, secouant la tête avec cet air familier de déception que j'avais vu d'innombrables fois dans ma vie. Je suis restée assise, stupéfaite et silencieuse, tandis que mon cadeau d'anniversaire soigneusement emballé, celui qu'ils avaient à peine remarqué quelques minutes plus tôt, était saisi par mon père et jeté sans ménagement à la poubelle de la cuisine. Je m'appelle Nathalie Ruiz, et à 38 ans, j'ai passé toute ma vie d'adulte à être responsable. Je me suis inscrite à l'université, j'ai remboursé chaque centime de mes prêts étudiants avec 5 ans d'avance, et j'ai économisé suffisamment pour acheter ma modeste maison à Pittsburgh sans un seul dollar d'aide familiale. Pendant ce temps, ma sœur cadette, Vanessa, s'est lancée dans des entreprises qui ont inévitablement périclité en raison de sa mauvaise planification et de sa mauvaise gestion financière. La requête de mes parents était d'une audace stupéfiante, vendre ma maison, la seule chose pour laquelle j'avais travaillé sans relâche, pour renflouer la boutique en faillite de Vanessa. Sa troisième entreprise en faillite en 5 ans, lorsque j'ai poliment mais fermement refusé, expliquant que je ne pouvais pas sacrifier ma sécurité financière, je suis redevenue la méchante de l'histoire familiale. D'une certaine manière, le fait de me défendre me rendait ingrate à leurs yeux. L'ironie de la situation ne m'a pas échappé. Les papiers de l'hypothèque de la maison de mes parents portaient ma signature en tant que garante, un fait qu'ils oubliaient commodément chaque fois qu'ils critiquaient mes choix de vie. Il y a 7 ans, lorsque leur crédit ne leur a pas permis d'accéder à la maison de leurs rêves, je me suis portée garante sans hésitation. Pas de conditions, pas de plainte, juste ce que je pensais que la famille était censée faire les uns pour les autres. En regardant Vanessa de l'autre côté de la table, j'ai remarqué qu'elle ne pouvait pas soutenir mon regard. Peut être qu'une partie d'elle reconnaissait l'injustice de la situation, mais elle restait silencieuse pendant que nos parents continuaient leur tirade. La tension qui régnait dans la pièce était suffocante, pesant sur mes épaules comme un rocher invisible. Des années de moments similaires ont défilé dans mon esprit. On attendait toujours de moi que je me sacrifie tandis que Vanessa était choyée. J'ai toujours été le fond d'urgence alors qu'elle poursuivait ses rêves sans conséquence. Quelque chose a changé en moi. L'envie familière de m'excuser, d'acquiescer juste pour maintenir la paix, s'est envolée. À sa place, une résolution calme s'est installée. Je savais ce que je devais faire, ce que j'aurais dû faire depuis longtemps. M'excuser discrètement de la table, ma chaise grattant le plancher de bois dur pendant que je me levais. « Où vas-tu » m'interpella ma mère, son ton suggérant que je commettais une nouvelle offense en partant. « À ma voiture » répondis-je simplement. « Je reviens tout de suite. » Grandir en tant que fille aînée de la famille Ruiz a toujours signifié une chose, la responsabilité. Dès mon plus jeune âge, j'ai appris à être la personne sur laquelle on peut compter, la main ferme, la voix de la raison. Alors que Vanessa était encouragée à suivre ses passions et à s'exprimer librement, j'ai été subtilement guidée vers le pragmatisme et le sacrifice. « Tu es la plus raisonnable, Nathalie », disait ma mère, comme s'il s'agissait du plus beau des compliments. Ce qu'elle voulait dire en réalité, c'est que l'on pouvait compter sur moi pour nettoyer les dégâts des autres. Nos parents possédaient une petite agence d'assurance à Pittsburgh qui leur permettait de vivre confortablement, mais jamais assez pour financer à la fois les goûts de luxe de Vanessa et leur propre style de vie. D'une manière ou d'une autre, le manque à gagner devenait toujours mon problème à résoudre. Lorsque Vanessa a eu besoin d'argent pour s'inscrire à l'école d'art de New York, j'ai retardé mes propres études supérieures pour faire des heures supplémentaires. Lorsqu'elle a abandonné ses études, après 2 semestres pour se retrouver en Europe, j'ai couvert ses dettes de carte de crédit. Lorsque nos parents ont voulu rénover leur cuisine, j'y ai consacré une part importante de mes économies. Ce schéma s'est poursuivi à l'âge adulte, tandis que je bâtissais ma carrière d'analyste financier au sein du groupe Gravora, en épargnant et en investissant avec soin. Vanessa passait d'une activité créative à une autre, qui se terminait invariablement par un désastre financier. D'abord le studio de photographie, puis la ligne de bijoux artisanaux et enfin la boutique de vêtements. Toutes ces entreprises ont été financées par l'argent de la famille et toutes ont été mal gérées et ont sombré dans l'oubli. Pourtant, dans la mythologie familiale, Vanessa était la rêveuse courageuse, tandis que j'étais simplement ennuyeuse. Nathalie
fiable, avec ses feuilles de calcul et son fonds d'urgence. Il y a 7 ans, lorsque nos parents ont décidé d'acheter la maison de leurs rêves, une vaste maison victorienne dans un quartier huppé qu'ils ne pouvaient pas vraiment s'offrir, ils sont venus me voir avec des expressions sérieuses et des appels familiers à la loyauté familiale. La banque a besoin d'un garant, m'avait expliqué mon père en faisant glisser les papiers sur la table de ma cuisine. Ce n'est qu'une formalité. Nous effectuerons tous les paiements. J'ai hésité, sentant le poids de l'engagement, mais j'ai fini par signer. Après tout, c'étaient mes parents. Ils m'avaient élevé, m'avaient soutenu à leur manière et m'avaient promis que ce serait la dernière fois qu'ils auraient besoin de mon aide. Ce ne fut pas le cas. Chaque année apportait son lot d'urgence qui nécessitait mon intervention financière. À chaque fois, je m'étais dit que ce serait la dernière fois. Or, à chaque fois, je me suis trompée. Le point de rupture est survenu peu à peu. Puis, soudainement, comme une faillite, à la manière d'Hemingway, les petites rancœurs se sont accumulées, les anniversaires oubliés, les remarques désobligeantes sur ma carrière, la façon dont il célébrait les moindres réussites de Vanessa, tout en considérant ma stabilité comme acquise. Je ne pensais pas que le dîner de fête deviendrait la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Quand je suis revenue dans la salle à manger, un dossier à la main, ma famille était déjà passée au dessert, comme si de rien n'était. Mon dîner à moitié mangé avait disparu, ma chaise vide avait été poussée. Le message était clair. La conversation était close, et il s'attendait à ce que je me plie comme je l'avais toujours fait. Qu'est-ce que c'est ? A demandé mon père, observant le dossier avec une légère curiosité lorsque je l'ai posé sur la table. Il y a quelque chose dont j'aimerais vous parler, ai-je répondu, la voix plus ferme que je ne l'aurais cru. Je crois que le moment est venu. La cuillère de ma mère tressaillit sur son assiette à dessert lorsqu'elle la reposa. Vraiment, Nathalie, tu vas gâcher les vacances avec un autre drame ? L'audace de sa déclaration après ce qui venait de se passer m'a presque fait rire. Mais j'égare et mon calme. J'avais maintes fois répété cette scène dans mon esprit, sans jamais croire que j'irais jusqu'au bout. Mais en jetant mon cadeau d'anniversaire à la poubelle, cette cruauté occasionnelle a cristallisé quelque chose pour moi. Je ne suis pas là pour créer un drame, ai-je dit, en faisant glisser le dossier vers mon père. Je suis là pour clarifier nos arrangements financiers pour l'avenir. Mon père a ouvert le dossier, en fronçant les sourcils. Il contenait 3 documents, le contrat d'hypothèque original avec ma signature comme garante, un avis d'intention de transfert de propriété et une lettre officielle expliquant ma décision de me retirer de toute responsabilité financière envers les membres de ma famille. À mesure qu'il lisait, je voyais son visage se vider de sa couleur. Ma mère, sentant son trouble, s'est penchée pour lire à son tour, son expression passant de l'agacement à l'incrédulité. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» a-t-elle murmuré en me regardant avec des yeux écarquillés. « C'est exactement ce que cela paraît, » ai-je répondu calmement. « Je me retire en tant que garante de votre hypothèque. J'ai transféré ma participation à Aspen Capital Partners, une société de capital investissement spécialisée dans ce genre d'arrangement. Vanessa, qui faisait défiler son téléphone, a fini par comprendre la tension ambiante. « Qu'est-ce qui se passe ?» Les mains de mon père tremblaient légèrement lorsqu'il a posé les papiers. « Ta sœur nous abandonne, a-t-il dit. Est-ce » à voix mêlant colère et peur après tout ce que nous avions fait pour elle. J'ai ressenti une pointe de culpabilité, la réaction programmée d'une vie entière, mais je l'ai réprimée. Je n'abandonne personne. Je fixe simplement des limites qui auraient dû être en place depuis longtemps. J'ai expliqué qu'Aspen Capital les contacterait dans la semaine pour discuter des options de paiement. Ils pouvaient se refinancer, vendre la maison ou trouver un accord avec la société. Ce qu'ils ne pouvaient plus faire, c'était compter sur moi pour les sortir d'affaires. « Tu ne peux pas faire ça », a dit ma mère en haussant le ton. « Nous sommes tes parents. »« Je peux et je le fais », ai-je répondu. « Faire partie de la famille ne signifie pas que je dois m'immoler pour garder les autres au chaud. Je mérite le même respect et la même considération que je vous ai toujours accordé. » Vanessa m'a regardé fixement, rencontrant enfin mon regard de l'autre côté de la table. Pour une fois, elle semblait vraiment choquée. Peut être à cause de la situation, peut être parce qu'elle me voyait enfin me défendre. Les jours qui ont suivi le dîner de fête se sont écoulés dans un flou d'accusations et de tentatives désespérées de me faire revenir sur ma décision. Mon téléphone bourdonnait constamment de messages et de boîtes vocales, tous plus frénétiques les uns que les autres. « Tu as toujours été jalouse de ta sœur », affirme ma mère dans un message particulièrement blessant. « C'est juste ta façon de nous punir. Erre tous de l'aimer autant. »
Mon père a adopté une approche différente, alternant entre la rage et la manipulation. Après tout ce que nous avons sacrifié pour toi, a-t-il déclaré lors d'une visite impromptue à mon bureau, sa voix résonnant à travers le plan d'étage ouvert. C'est comme ça que tu nous remercies? Je l'ai conduit dans une salle de conférence, conscient des regards curieux de mes collègues. Papa, quel sacrifice exactement? J'ai fait mes études moi-même. J'ai construit ma carrière sans relation ni aide. Je suis indépendante financièrement depuis mes 22 ans. Nous t'avons donné la vie, s'est-il exclamé, comme si cela leur donnait le droit de posséder la mienne. Nous t'avons élevé. Oui, c'est vrai, ai-je reconnu. Et je vous en suis reconnaissante. Mais cela ne veut pas dire que je vous dois mon avenir. Il est parti en colère, non sans avoir suggéré que si je prêtais à Vanessa de quoi relancer sa boutique peut être 200 $, ils pourraient envisager de me laisser rester garante de leur hypothèque au lieu d'exiger que je vende carrément ma maison. L'audace était époustouflante. Ils n'essayaient même pas de négocier. Ils continuaient à poser des exigences. Pendant ce temps, Vanessa employait une tactique plus subtile, la fausse branche d'Olivier. Je ne leur ai jamais demandé de vous mettre la pression comme ça, a-t-elle dit, prenant un café dans un lieu neutre. Ses yeux étaient grands ouverts d'une sincérité étudiée. J'ai juste mentionné mes soucis financiers et ils ont trouvé bon de t'aborder. J'ai remué mon café lentement, pourtant tu es restée là, assise en silence pendant qu'il m'assaillait et jetait mon cadeau. Elle a eu l'élégance d'avoir l'air embarrassée. J'étais sous le choc. Je n'ai pas su comment réagir. Tu ne le fais jamais, ai-je remarqué. Pas quand il s'agit de leur tenir tête. Vanessa s'est penchée en avant, sa voix un murmure de conspiration. Écoute, je sais que j'ai fait des erreurs dans mes affaires, mais ce concept de boutique est solide. J'ai juste besoin d'un capital suffisant pour déménager dans un meilleur endroit avec plus de passages. Si tu m'aidais... Non, dis-je fermement, la coupant. Je n'investirai plus dans tes projets. 3 échecs suffisent pour que je reconnaisse un schéma. Son expression s'est durcie. Alors c'est ça. Tu romps avec toute ta famille, je ne romps avec personne, ai-je précisé, je suis toujours là, toujours prête à entretenir une relation. Ce que je veux plus faire, c'est être la banque de la famille. Elle est partie sans finir son café. Je savais que notre conversation serait rapportée à nos parents avec une tournure bien différente. Je serais à nouveau dépeinte comme la méchante, froide, calculatrice, sans cœur. Mais quelque chose d'inattendu s'est produit dans les jours qui ont suivi. Alors que je tenais bon face à l'assaut émotionnel, j'ai senti une étrange légèreté s'installer. Chaque demande refusée, chaque limite maintenue me libérait un peu plus des chaînes invisibles que je portais depuis des décennies. Au travail, je me suis mise à prendre plus la parole en réunion, à proposer des idées que j'aurais pu garder pour moi de peur de paraître trop sûre de moi. J'ai commencé à explorer des possibilités d'avancement que j'avais hésité à saisir, pensant que ma famille pourrait avoir besoin de ma stabilité financière. Pour la première fois de ma vie d'adulte, je prenais des décisions basées uniquement sur ce qui était le mieux pour moi. C'était à la fois terrifiant et exaltant. C'est alors qu'est arrivé l'appel d'Aspen Capital qui allait tout changer. Mademoiselle Ruiz, c'est Dominique Weber d'Aspen Capital Partners. La voix au téléphone était professionnelle, mais on sentait une inquiétude sous-jacente. Avez-vous un moment pour discuter du transfert de propriété de Madame Ruiz? Je ferme la porte de mon bureau et m'installe dans mon fauteuil. Oui, bien sûr. Y a-t-il un problème? Il y a eu une brève pause. Je crains que ce soit le cas. Nous avons essayé de contacter vos parents pour discuter des options de refinancement, mais ils n'ont pas coopéré. Pas coopératif? Comment cela? Ai-je demandé, pressentant déjà quelque chose. Ils prétendent que vous avez imité leur signature sur les documents originaux du prêt immobilier. Ils menacent d'intenter une action en justice contre vous et notre société. L'accusation m'a frappé de plein fouet. Après tout ce que j'avais fait pour eux, ils essayaient maintenant de me dépeindre comme une criminelle. J'ai pris une profonde inspiration, reconnaissant d'avoir eu la prévoyance de tout documenter méticuleusement au fil des ans. Monsieur Weber, je peux vous assurer que leurs signatures n'ont pas été falsifiées. J'ai des enregistrements vidéo de la signature, des témoins présents à ce moment-là et des documents supplémentaires du prêteur initial. Je vous envoie tout immédiatement. Ce serait utile, dit-il, l'air soulagé. Une dernière chose, ils m'ont dit qu'ils avaient trouvé un avocat par l'intermédiaire d'un ami de la famille, un certain Jason Wilson. J'ai eu un haut le cœur. Jason Wilson n'était pas n'importe quel ami de la famille. C'était mon ex-fiancé d'il y a 6 ans. Notre relation avait pris fin lorsque j'avais découvert qu'il versait
dans mon dos de l'argent de notre compte commun à la première entreprise en faillite de Vanessa, un prêt qui n'a jamais été remboursé, la trahison avait été dévastatrice, mais j'étais passée à autre chose, croyant que ce chapitre de ma vie était clos. Mademoiselle Ruiz, êtes-vous toujours là? Oui, répondis-je, l'esprit en ébullition, merci de me l'avoir fait savoir. Je demanderai à mon avocat de vous contacter directement pour régler cette affaire à l'avenir. Après avoir raccroché, je suis restée assise à mon bureau, immobile, essayant de digérer cette nouvelle trahison. Ils ne se contentaient pas de se battre contre moi. Ils essayaient délibérément de me blesser en ramenant Jason dans ma vie. J'ai sorti mon téléphone et j'ai fait défiler jusqu'à un numéro que j'utilisais rarement. Ma cousine Elena, une avocate réputée qui avait toujours su déjouer les manipulations de mes parents. Nous nous étions éloignés au fil des ans, en grande partie parce que mes parents désapprouvaient sa nature conflictuelle, qui n'était en fait que son refus de tolérer leur comportement. Nathalie, répondit-elle, l'air surprise. Tout va bien? Non, avouai-je, mais j'espère que tu pourras m'aider à arranger les choses. Au cours de l'heure qui suivit, j'expliquai tout. L'hypothèque, le dîner de famille, la tentative de manipulation, et maintenant les fausses accusations et l'implication de Jason. Elena m'a écouté sans m'interrompre, et lorsque j'ai terminé, sa réponse a été immédiate et décisive. Envoie-moi tout ce que tu as, et Nathalie, il est temps que tu leur tiennes tête. Avec Elena à bord, je me sentais plus confiante dans ma position, mais je savais aussi que mes parents et ma sœur ne reculeraient pas facilement. Ils avaient bâti toute leur vision du monde sur ma conformité et ma rébellion menaçait cette fondation. Le lendemain, un paquet est arrivé à mon bureau. À l'intérieur se trouvait le cadeau d'anniversaire que mon père avait jeté. Il s'agissait d'une collection de photos de famille reliées sur mesure, que j'avais précieusement conservées et restaurées. Une note écrite de la main de ma mère y était jointe. Nous sommes toujours une famille, ne nous fais pas ça. La manipulation était tellement transparente que cela m'a presque fait rire. Rendre le cadeau jeté comme s'il n'avait jamais été lancé, faire appel aux liens familiaux, tout en me menaçant de fausses accusations judiciaires. J'ai posé le livre sur mon étagère sans l'ouvrir et j'ai envoyé un SMS à Elena, ils sont en train d'escalader. Quelle est notre prochaine action? Sa réponse a été immédiate. Nous prenons leur bluff à bras-le-corps. 2 jours plus tard, Elena et moi sommes entrés dans les bureaux d'Aspen Capital Partners pour une réunion avec mes parents, Jason Wilson et les représentants de la société. La salle de conférence était empreinte d'une forte tension lorsque nous avons pris place en face de ma famille. Jason avait l'air plus âgé que dans mes souvenirs. Le charme enfantin qui m'avait autrefois séduite s'était transformé en quelque chose de calculateur. Il a à peine croisé mon regard alors qu'il mélangeait ses papiers, visiblement mal à l'aise avec la situation dans laquelle il s'était retrouvé. Mon père était assis sur sa chaise, la mâchoire crispée en signe de défi. Ma mère se tamponnait les yeux avec un mouchoir en papier, l'image même de la détresse maternelle. Vanessa avait choisi de ne pas assister à la réunion, envoyant un texto le matin même pour dire qu'elle voulait pas être au milieu, comme si elle n'avait pas été une figure centrale de ce drame depuis le début. Dominique Weber ouvre la séance. Nous sommes ici pour traiter des allégations concernant le contrat d'hypothèque pour la propriété du 742 Highland Avenue, actuellement détenu par Gérald et Patricia Ruiz avec Nathalie Ruiz comme garante. Mon père s'est penché en avant. Ma fille a falsifié nos signatures et essaye maintenant de nous forcer à quitter notre maison. C'est de la maltraitance, tout simplement. Je suis restée silencieuse, laissant Elena prendre les devants, comme nous en avions convenu. C'est une allégation grave, Ruiz, dit-elle calmement, une allégation qui pourrait avoir des conséquences juridiques importantes pour l'accusateur si elle était prouvée fausse. Elle a ouvert son ordinateur portable et l'a tourné vers la salle. J'ai ici l'enregistrement vidéo de la signature de l'hypothèque initiale, réalisée par le notaire dans le cadre de sa pratique habituelle. La vidéo a commencé à jouer, montrant clairement mes parents en train de signer les documents, exprimant leur gratitude pour mon aide et promettant que ce serait la dernière fois qu'ils auraient besoin de mon aide financière. En outre, Elena a continué à jouer après la fin de la vidéo. J'ai des déclarations du notaire et du représentant de la banque présents ce jour-là, qui confirme que les signatures ont été faites de plein gré et en toute connaissance de cause. Jason s'est déplacé sans se sentir à l'aise. Ces documents pourraient être falsifiés ou sortis de leur contexte. Ce sont des copies certifiées, Monsieur Wilson,
interrompit Elena. Et nous avons les originaux sécurisés par des eurodatages et des authentifications, mais ceci peut être plus pertinent pour les préoccupations de votre client. Elle fait glisser un document sur la table. Il s'agit d'une comptabilité complète de toute l'aide financière que Nathalie a apportée à la famille Ruiz au cours des 15 dernières années. Des prêts jamais remboursés, des investissements dans les entreprises de Vanessa sans retour, des contributions aux dépenses du ménage et diverses situations d'urgence. Le total s'élève à environ 387 $, sans compter la garantie hypothécaire. Ma mère a sursauté. C'est absurde. Chaque transaction est documentée, dit fermement Elena. Virements bancaires, chèques, relevés de cartes de crédit. Nathalie a tenu des registres méticuleux. La salle est devenue silencieuse à mesure que l'ampleur de ce qu'il me devait financièrement et moralement prenait corps. Dominique Weber se racle la gorge. À la lumière de ces informations, votre client souhaite-t-il maintenir ses allégations de falsification, monsieur Wilson? Jason a regardé mon père, qui semblait soudain abattu. Nous allons devoir nous concerter en privé. On leur a donné une salle de réunion plus petite, et pendant qu'ils étaient partis, Dominique s'est tourné vers moi. Mademoiselle Ruiz, puis-je vous demander pourquoi vous avez maintenu cet arrangement si longtemps? J'ai réfléchi attentivement à la question. C'est ma famille. J'ai toujours cru qu'il finirait par reconnaître le déséquilibre et qu'il voudrait arranger les choses. J'avais tort. Lorsque mes parents et Jason S. ont revenu, leur comportement a changé de façon frappante. Le défi de mon père s'était effondré, remplacé par un pragmatisme calculateur. Nous sommes prêts à retirer nos allégations, a annoncé Jason, et à discuter des possibilités de refinancement de l'hypothèque, acquiesça Elena. C'est un début, mais mon client exige d'autres conditions avant que nous puissions aller de l'avant. Alors qu'elle exposait mes conditions, une reconnaissance formelle de la dette qu'ils avaient envers moi, un accord juridiquement contraignant pour cesser toute demande financière et un engagement à suivre une thérapie familiale. J'ai vu quelque chose que j'avais jamais vu auparavant. Mes parents écoutaient vraiment mes besoins. C'était pas tout à fait la victoire, mais c'était le début de quelque chose de nouveau. 3 mois après la réunion à Aspen Capital, j'étais assise en face de ma famille dans un restaurant choisi pour sa neutralité. Il ne s'agissait pas d'une célébration ou d'une réconciliation. C'était un bilan. Mes parents avaient vendu la maison de leurs rêves. La maison victorienne qui avait été la manifestation physique de leurs droits appartenait désormais à une autre famille. Ils avaient réduit la taille de leur maison pour s'installer dans un appartement confortable qui correspondait mieux à leur situation financière actuelle, et ils avaient utilisé le capital restant pour régler en partie leurs dettes à Mont Igord. Ils avaient l'air différents, plus petits, moins imposants. L'assurance perpétuelle de mon père avait fait place à une sobriété tranquille. Les émotions théâtrales de ma mère avaient été remplacées par une retenue prudente. Nous nous sommes inscrits au programme de conseil financier, dit mon père, en faisant glisser une confirmation d'inscription sur la table. La première séance a lieu la semaine prochaine. J'ai acquiescé, acceptant le papier, sans me dire. L'une de mes conditions non négociables était qu'ils apprennent à gérer leurs finances de manière responsable plutôt que de dépendre des autres pour s'en sortir. Et nous avons parlé à Vanessa de ses habitudes de dépenses, a ajouté ma mère. Elle a aussi accepté de voir le conseiller. Vanessa, qui avait été inhabituellement silencieuse, a levé les yeux de son menu. J'ai accepté un poste chez Gravenhurst Freight, a-t-elle dit. Dans leur service marketing, c'est un poste débutant mais stable. La surprise a dû se lire sur mon visage, car elle a vite ajouté « Je sais que ce n'est pas aussi excitant que de gérer ma propre boutique, mais après avoir examiné les chiffres, je me suis rendu compte que je n'étais pas aussi proche du succès que je le pensais. C'est peu. Être la chose la plus honnête que ma sœur m'ait jamais dite. » Il ne s'agissait pas d'excuses, pas tout à fait, mais d'une reconnaissance de la réalité qui avait cruellement manqué à notre dynamique familiale. Ça a l'air d'être une bonne opportunité, et je dis, tout en le pensant, leur équipe de marketing a une solide réputation. Un sourire timide s'est dessiné sur son visage. Ce n'était pas le charme éblouissant et manipulateur qu'elle utilisait habituellement, mais quelque chose de plus authentique. Merci. J'essaye. Les changements dans ma famille ne se sont pas produits du jour au lendemain, et ils n'ont pas été sans heurts.
Il y avait encore des appels téléphoniques tendus, des moments où les vieux schémas menaçaient de refaire surface. Ma mère faisait encore parfois allusion à des urgences financières qui se révélaient être des désirs plutôt que des besoins. Mon père avait encore du mal à me considérer comme une adulte autonome plutôt qu'une extension de leurs ressources financières. Mais la différence, c'est qu'il y avait désormais des conséquences au franchissement de mes limites. Quand ils allaient trop loin, je mettais simplement fin à la conversation et imposais un délai de réflexion. Pas de drame, pas de dispute, juste un renforcement constant que l'ancienne dynamique n'était plus acceptable. Elena est restée une présence constante dans ma vie, m'aidant à gérer les émotions complexes liées à la reconstruction de mes relations familiales dans des conditions plus saines. C'est comme la rééducation après une blessure, m'a-t-elle dit lors d'un de nos déjeuners de travail réguliers. Il y aura de la douleur, il y aura de la résistance. Mais si vous suivez le programme, vous finirez par guérir. Au travail, les changements survenus dans ma vie personnelle se sont traduits par une évolution professionnelle. Libérée de la ponction constante sur mes ressources émotionnelles et financières, je me suis mise à prendre des risques que je n'aurais jamais pris auparavant. J'ai pris des risques que j'aurais évités auparavant. J'ai postulé pour un poste de cadre supérieur qui s'est ouvert au sein du groupe Gravora et j'ai été sélectionnée parmi un groupe de candidats très compétitifs. Votre présentation a montré une confiance que nous n'avions jamais vue chez vous auparavant, m'a dit mon nouveau directeur après l'annonce. Quoi qu'il ait changé au cours des derniers mois, cela vous convient. Ce qui avait changé était fondamental. J'avais récupéré mon pouvoir, mes ressources et mon droit à donner la priorité à mon propre bien-être. Le poids que je portais depuis si longtemps n'était pas seulement financier, c'était le fardeau écrasant d'être nécessaire sans jamais être apprécié, de donner sans recevoir, de l'amour conditionné par le sacrifice. La révélation la plus surprenante est venue de Vanessa lors d'une rencontre autour d'un café, juste nous deux. Tu sais, je t'en ai voulu pendant des années, a-t-elle avoué en remuant distraitement son verre. Vous sembliez toujours si parfait, si unis. J'avais l'impression de ne jamais pouvoir être à la hauteur. L'ironie de la situation m'a presque fait rire. Pendant que je t'en voulais de recevoir tout le soutien et les encouragements que je n'avais jamais reçus, elle a eu l'air vraiment choquée. Quoi? Mais ils se vantaient toujours toi, leur fille qui réussissait, qui avait un emploi dans une entreprise et qui vivait dans une belle maison. Aux autres peut être, ai-je répondu, mais jamais à moi. Cette conversation a marqué un tournant dans notre relation. Non pas une transformation instantanée en sort proche que nous n'avions jamais été, mais le début d'un dialogue honnête qui pouvait déboucher sur quelque chose d'authentique. Quant à mes parents, ils apprenaient lentement, à contre-cœur, que le respect était une condition préalable à une relation avec moi, et non un supplément facultatif. Les séances de conseil familial révélaient des schémas invisibles pour nous tous, des générations de manipulation financière et de contrôle émotionnel qui avaient été normalisées par la répétition. Le voyage vers la guérison ne faisait que commencer, mais pour la première fois, je faisais face à ma famille sur un pied d'égalité, non pas comme une ressource à épuiser, mais comme une personne digne de considération et de respect. L'hypothèque qui nous avait autrefois liés dans une dynamique malsaine nous avait finalement obligés à faire le point. Parfois, il semble que la vengeance la plus profonde ne consiste pas à faire souffrir ceux qui vous ont blessé, mais à récupérer ce qui aurait dû vous appartenir depuis le début. Votre autonomie, votre dignité et votre droit à définir les termes de vos relations. En rentrant chez moi après notre dernière réunion de famille, j'ai réalisé que la plus grande victoire n'était pas est-ce de voir mes parents réduire leurs effectifs ou de voir ma sœur prendre un emploi conventionnel. C'était de savoir que, quoi qu'il advienne d'eux à l'avenir, j'étais enfin libre, libre de construire la vie que je voulais, selon mes conditions, sans culpabilité ni obligation. En cherchant la justice, j'avais trouvé quelque chose de bien plus précieux, la paix